Bien des parents, quand ils vont regarder ce DVD, vont se dire qu'ils ont eu tout faux et qu'ils ont eu des comportements qui ne sont pas effectivement ceux que l'on va préconiser. Mais je crois que c'est tellement naturel de réagir de cette façon-là et que c'est surtout le manque d'information qui va faire que des parents n'offriront pas à leur enfant les conditions qui lui permettra à cet enfant de s'arrêter de bégayer. L'objectif donc de ce DVD, c'est bien d'aborder ces différents points qui vont permettre aux parents de faire des changements pour que cet enfant sorte du bégaiement. Pour le grand public, le bégaiement est plus l'occasion de rire, de se moquer d'une personne qui bégaye, alors que pour cette personne, le bégaiement peut être source d'une très grande souffrance. On sait que l'intervention précoce auprès d'un petit enfant qui commence à bégayer est extrêmement efficace. Il faudra que les parents apprennent à avoir les réponses plutôt face à cet enfant qui bégaye, et c'est bien l'objectif de ce DVD. Le bégaiement, c'est un trouble de la communication. Pourquoi dit-on que c'est un trouble de la communication? Parce qu'un petit enfant tout seul, ou une personne adulte, bègue, quand il n'a pas d'interlocuteur, quand il n'a personne en face d'elle, eh bien cette personne, elle ne bégaye pas. Il faut donc être deux pour bégayer. C'est donc un trouble de la communication et qui va affecter au fil du temps tous les aspects, tous les canaux qui servent à communiquer, que ce soit le geste, que ce soit la mimique, que ce soit le regard, que ce soit bien sûr la parole, mais aussi tout ce qui va porter le message en plus des mots, eh bien tous ces aspects-là peuvent se trouver altérés, gauchis dans la parole d'une personne bègue. Mais ça s'installe au fil du temps. Et si on intervient précocement auprès de ce petit enfant qui se met à bégayer, alors on a toute chance que cet enfant ne devienne pas bègue. Mais le bégaiement est souvent considéré dans le grand public comme un trouble qui va s'arrêter tout seul. C'est encore le conseil que malheureusement beaucoup de parents reçoivent de la part des pédiatres, de la part des médecins, et même des orthophonistes ou logopédistes parfois. Or, le bégaiement peut gâcher une vie. Et sur 4 enfants qui se mettent à bégayer tout petits, il y en a un, on le sait, qui va développer ce trouble et qui va en souffrir, peut-être tout au long de sa vie. Donc même si, sur les 4 enfants, il n'y en a qu'un seul qui court ce risque, il faut intervenir pour tous les 4, car nous ne disposons pas d'éléments qui nous permettraient, on appelle ça des critères de risque, qui nous permettraient de savoir quel est celui de ces enfants qui va effectivement devenir bègue. Un enfant bégaie. C'est juste un enfant qui bégaie. Ce n'est pas un bègue, une personne bègue. Cette personne bègue, c'est au fil du temps qu'elle va se construire. On peut considérer que le bégaiement entraîne une notion d'urgence. Plus un enfant aura bégayé longtemps, plus il mettra de temps à sortir de son trouble. Donc ce conseil, attendez, ça passera, bien évidemment, est le pire que les parents puissent recevoir, mais il faut aussi que les orthophonistes sachent aménager leur emploi du temps pour recevoir rapidement une famille où le père ou la mère a appelé pour dire « Depuis une semaine, mon petit garçon a du mal à sortir les mots, bute sur les mots, se bloque quand il veut parler. » Rarement les parents parlent de bégaiement. Rarement ils disent « il bégaye ». C'est généralement le praticien qui va dire « vous croyez qu'il bégaye ?» Dès que cette notion apparaît, je crois qu'il faut vraiment essayer de recevoir cette famille le plus rapidement possible. Parmi les choses qui seront abordées pendant ce temps d'intervention précoce avec un thérapeute, il est sûr que la communication telle qu'elle se produit, telle qu'elle s'exerce dans la famille, va être l'objet d'investigation, de questionnement et de voir si
les comportements des parents et puis des frères et sœurs et éventuellement tout l'entourage, c'est-à-dire la nounou qui garde l'enfant, les grands-parents qui vont le chercher peut-être à la sortie de l'école maternelle ou bien qui le gardent pendant les vacances scolaires, seront interrogés ces comportements pour savoir si ça répond à la façon dont l'enfant aurait besoin qu'on se comporte à son égard, ce que nous allons voir un petit peu en détail plus loin. Tous les parents qui consultent pour le bégaiement naissant de leur petit enfant se posent la question, mais pourquoi il bégaye? Et à cette question, il n'y a pas de réponse encore. Il y a bien sûr des hypothèses qui veulent expliquer les causes du bégaiement, mais actuellement aucune cause n'est retenue par tout le monde pour dire oui, cet enfant bégaye parce que. Par contre, on sait les facteurs qui vont peut-être prédisposer cet enfant, peut-être faire que ce bégaiement apparaît à ce moment-là précis de sa vie, et les facteurs aussi, et c'est surtout cela qui nous intéresse, qui font que ce bégaiement va continuer, va perdurer. Et c'est de cela dont va traiter ce DVD. Car il est important que, même si l'interaction entre tous ces facteurs est extrêmement compliquée, il est important que les parents sachent qu'ils peuvent agir. Que ce n'est pas une fatalité que cet enfant, même si les facteurs qui le prédisposent sont nombreux, que les parents sachent qu'ils peuvent être les acteurs de changements suffisamment importants pour que cet enfant sorte de son bégaiement. Sur quel signe peut-on s'appuyer pour se dire « Tiens, mon petit enfant depuis quelque temps, il se bagarre avec les mots, il fait des efforts pour parler ». Il y a effectivement des signes d'alerte. Première notion de lutte. Notion de que ça devient difficile pour lui de parler alors qu'il vient juste faire cette conquête. Faut imaginer que pour un petit enfant, c'est pas facile du tout cette situation. Et que perdre cette conquête merveilleuse qu'est le langage, parce que tout d'un coup les mots ne sortent plus, entraîne parfois chez ces petits enfants-là des troubles de l'humeur, c'est-à-dire qu'ils se mettent en colère, ou bien qu'ils quittent la pièce, ou qu'ils ne terminent pas leur phrase. Et que c'est une chance quand cet enfant signifie que c'est difficile pour lui de supporter cette situation, car ça inquiète généralement les parents, plus que peut-être des répétitions qu'ils croient être les répétitions que tout enfant aurait au moment où il apprend à parler. Or, ces répétitions, elles ont un caractère tout à fait particulier, c'est-à-dire une notion d'effort, une notion de tension. Et cette tension, elle peut être physique et apparaître très clairement, mais elle est aussi psychique, elle est aussi dans la tête de l'enfant, ce qui va probablement entraîner ces troubles de l'humeur dont je viens de parler. Il y a aussi un autre facteur dont il faut tenir compte, c'est le facteur génétique. Le bégaiement court dans les familles, et si dans la famille, en particulier le père ou la mère souffrent de bégaiement ou ont souffert de bégaiement, ou bien encore un cousin, même éloigné, un oncle ou une tante, eh bien il faut se dire que c'est un facteur de fragilité. En aucun cas une fatalité. En aucun cas cela signifierait que cet enfant de toute façon il bégaiera puisque son père ou sa mère bégaie, mais que c'est un des facteurs dont il faut tenir compte dans la conduite à tenir à l'égard de cet enfant. Nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. À côté de ce signe que peut être le facteur génétique, il y a aussi le fait que l'enfant peut avoir des secteurs de son développement qui inquiètent les parents, comme par exemple qu'il déforme beaucoup les mots, qu'il a un trouble d'articulation, comme on dit, ou bien encore qu'il a du mal à élaborer correctement ses phrases, qu'il n'est pas toujours très intelligible, qu'il n'est pas toujours très clair dans ce qu'il voudrait dire, ce qui est relativement normal chez un petit enfant en pleine période d'acquisition, mais quand ces facteurs-là se conjuguent avec aussi ce bégaiement qui cherche à s'installer, si on peut s'exprimer ainsi, eh bien il faudra que lorsque les parents vont consulter, le thérapeute en fasse l'inventaire pour savoir si le risque de bégayer se conjugue avec ces différentes difficultés.
Lorsque les parents rencontreront ce praticien compétent pour s'occuper de ce type d'intervention, ils auront à comprendre avec lui, au fond, quels sont les facteurs qui peuvent prédisposer, offrir, disons, un terrain favorable pour que cet enfant court le risque de devenir bègue. Dans ces facteurs qui prédisposent, il y a bien sûr, je viens d'en parler, le facteur génétique. Il y a le fait que cet enfant a un langage qui ne s'est pas développé d'une façon habituelle. Et là, je voudrais souligner qu'il peut y avoir autant d'enfants qui ont parlé très précocement et très bien que d'enfants qui ont parlé tard, en déformant leurs mots ou en construisant mal leurs phrases. Comment comprendre cela? Eh bien, c'est tout simple, c'est qu'un enfant doit se développer de façon harmonieuse. Et lorsqu'un des secteurs de son développement va plus vite que les autres, eh bien là, il se met à risque de développer un trouble parce que il est souhaitable que l'enfant soit équilibré dans les différents secteurs de son développement, que sont d'un côté le côté moteur, la façon dont il se comporte avec ses gestes, et la parole est aussi un geste, avec son langage, qui doit être celui d'un enfant de son âge, et pas forcément en avance. Parfois, les parents s'en réjouissent de ce langage précoce, mais dans le cas du bégaiement, ce n'est pas forcément favorable. Dans le domaine de la connaissance, il ne va pas falloir aussi qu'ils apprennent trop vite des choses qui sont peut-être gratifiantes pour les parents sont contents, mais peut-être que ce n'est pas un apprentissage de son âge qu'il est en train de faire, et je reviendrai là-dessus. Et puis aussi dans le domaine affectif, lui demander des efforts, de supporter des émotions, de supporter des situations de conflit pour lesquelles il n'est peut-être pas encore prêt. Donc on peut considérer que dans les facteurs qui prédisposeraient un enfant à développer un bégaiement, c'est un manque d'harmonie dans les différents secteurs de ce développement, de son développement. Parmi les éléments que l'on connaît concernant le bégaiement, même si on n'en connaît pas la cause, on sait tout de même que chez l'adulte, les processus neurophysiologiques du cerveau sont un peu différents de ceux de la personne tout venant. Les études n'ont pas été faites chez l'enfant, mais on peut imaginer tout de même qu'il puisse y avoir chez un enfant une prédisposition de type cérébral à faire que le bégaiement s'installe. À côté de ça, il y a aussi un facteur concernant le sexe. On sait que dans la population adulte, il y a 4 hommes pour une femme qui bégaye. À l'origine, tout au départ, il y a autant de filles que de garçons. Autour de 3 ans, autant de filles bégayent que de petits garçons. Mais très vite, dans les mois qui vont suivre, et avant 5 ans, il va y avoir beaucoup plus de garçons que de filles. Il y en aura 3 garçons qui bégayeront pour seulement une fille. Quant à la raison pour laquelle les garçons continuent à bégayer et les filles non, actuellement aucune hypothèse n'est retenue. Une question que vous vous posez sûrement, c'est de savoir s'il existe une personnalité particulière à la personne qui bégaye. Toutes les études montrent que non. Pourtant, chez le petit enfant, on peut quand même considérer que 3 traits reviennent très souvent dans la description que les parents font de leur enfant. À savoir que c'est un enfant anxieux, que c'est un enfant très volontaire et perfectionniste. Certes, ils disent souvent aussi qu'il est nerveux, que c'est un enfant tendu. Mais enfin, il y a des enfants qui ne sont pas tendus et qui bégayent quand même. Et ce n'est pas parce qu'on est anxieux, perfectionniste et volontaire que l'on va devenir une personne bègue. Mais disons que c'est encore de ces éléments-là que l'on considère comme étant des facteurs qui pourraient prédisposer cet enfant à installer son trouble et aussi faire que ce trouble persiste.
À côté de ces facteurs qu'on qualifie de prédisposants, rendant cet enfant peut-être un peu vulnérable par rapport à d'autres enfants, il y a les facteurs qui vont déclencher le trouble. Ces facteurs-là sont ce dont les parents parlent souvent quand ils consultent, des événements type un deuil, type une chute de cet enfant, la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, le déménagement qui a suivi, la mise à l'école, tous événements tout à fait habituels, j'allais dire, dans la vie d'une famille, dans cette période du développement d'un enfant. Mais ces facteurs, on ne peut jamais les considérer comme étant des facteurs de cause de ce bégaiement. C'est juste la goutte qui fait déborder le vase d'un enfant qui a déjà accumuler un certain nombre de choses qui font qu'à un moment donné, trop c'est trop, et que peut-être ce que supporter la jalousie d'un petit frère ou d'une petite sœur, supporter l'absence de maman, supporter le fait que maman reprenne son travail, le fait de supporter que papa est au chômage et que ça apporte des soucis économiques dans la famille, tous ces facteurs-là sont des choses qui sont difficiles à comprendre pour un petit enfant de cet âge et font, disons, des émotions qu'il a du mal à gérer, qui peuvent vraiment participer à l'installation d'un bégaiement. Côté des facteurs que nous venons de voir, qui sont les facteurs qui prédisposeraient l'enfant à, disons, installer son trouble, les facteurs qui l'ont peut-être déclenché, il y a aussi les facteurs qui pourraient le faire perdurer, le faire se poursuivre dans la vie de cet enfant. Et ces facteurs, bien sûr, c'est ceux qui nous intéressent le plus, parce que c'est ceux sur lesquels nous allons pouvoir intervenir. Il va falloir, avec les parents, qu'on prenne quels sont ces facteurs de tension, quels sont ces facteurs qui, pour l'enfant, représentent des demandes peut-être excessives par rapport à l'âge de cet enfant, des attentes qui peuvent être, par exemple, pas très réalistes par rapport à l'âge de cet enfant. Ce sont des attentes aussi que l'enfant a pour lui-même. C'est-à-dire que un jeune enfant, un jeune garçon de 3 ans qui a une grande sœur de 6 ans, qui est à l'école primaire et qui commence à apprendre à lire, va avoir envie, bien sûr, de jouer avec sa petite sœur, qui elle sera la maîtresse et lui l'élève, et on lui apprendra ses lettres, et on lui apprendra les chiffres, et cet enfant n'est pas du tout prêt pour ce type d'apprentissage. Par exemple, dans une famille où le rythme des activités est vraiment très élevé, où on fait beaucoup de choses, les jours de repos, il y a programmé beaucoup de visites aux grands-parents, beaucoup d'activités de loisirs pour les uns et pour les autres, où la maman fait le taxi. Un petit enfant de 3 ans va suivre, mais peut-être il va suivre difficilement. Il sera bon peut-être de se poser la question de savoir si ce petit enfant ne pourrait pas lui faire vivre une journée un peu différemment et pas au rythme de ses aînés. Il y a certainement 3 poisons concernant le bégaiement qui peuvent jouer en défaveur de l'enfant, à savoir la fatigue, le stress, l'excitation. La fatigue, ça semble bien normal. Les muscles pour produire la parole, c'est les mêmes choses que pour les muscles du corps. Donc la fatigue peut s'y inscrire de la même façon et que l'enfant ait plus de mal à coordonner sa parole quand il est fatigué. Le stress, ça rejoint tout ce qu'on a dit de l'émotion. C'est-à-dire que tout ce qui tend l'enfant va se conjuguer avec déjà sa tension personnelle au moment où il a du mal à parler. Donc là aussi on peut comprendre. L'excitation, c'est moins évident. Car il y a bien des choses que l'enfant aime faire et qui l'excitent beaucoup, du type réunion avec ses copains pour fêter son anniversaire ou aller à la piscine où il y a beaucoup d'enfants qui courent dans tous les sens, et puis aussi bien sûr la télévision et les jeux vidéo.
Il aime ça et on a quelque mal à peut-être lui demander de le regarder moins à la télévision ou de jouer moins. Mais on est tout à fait persuadé que ce sont des situations qui apportent une excitation trop grande pour un tout petit enfant pour que ça puisse durer longtemps. Il y a aussi des excitations qu'on peut considérer comme négatives, à savoir tout ce qui naît du conflit, tout ce qui naît de la dispute, tout ce qui naît quand un enfant est grondé, quand un enfant se fait mal. Et c'est bien sûr dans ces situations-là que sa parole ne peut pas lui permettre d'expliquer, de se justifier. Voilà un petit Gaspard, à qui je pose la question, lui dire « Qu'est-ce que tu aimerais faire avec papa ?» Papa est là, hein, il l'écoute. Et Gaspard dit « Je voudrais aller à la piscine avec papa ». Et nous nous voyons une semaine plus tard, c'est pendant les vacances scolaires, et le papa dit « Je crois que j'ai compris ce que vous nous aviez demandé quand vous nous aviez demandé d'accompagner Gaspard dans sa difficulté. Hier, j'étais à la piscine avec lui, comme il me l'avait demandé. Nous sommes allés à Aqua Boulevard, c'est une piscine qui coûte cher à Paris. Et quand il est arrivé sur le bord de la piscine, il y avait, puisque c'était les vacances scolaires, des enfants qui couraient, et beaucoup plus grands. Et quand je me suis adressée à mon fils, il ne pouvait pas dire un mot. Il était complètement bloqué. Alors, repensant à ce que vous aviez dit, je me suis accroupie, j'ai posé mes mains sur ses épaules et je lui ai dit « Écoute, c'est vrai que tu avais envie d'aller à la piscine, mais tu vois, ici, il y a beaucoup de bruit, tout ça, ça te fait peut-être un petit peu peur. Alors si tu veux bien, eh bien on va retourner dans les vestiaires, on va se rhabiller, puis on va aller jouer, par exemple, au parc Citroën, où tu pourras bien t'amuser aussi. » Quand on pense qu'un père peut faire ça, et quand on sait par exemple ce que coûte l'Aqua Boulevard, eh bien on se dit que là il a compris. Qu'il a compris que l'important c'est pas, disons, de profiter de ce billet d'Aqua Boulevard, que l'important c'est pas d'accéder au désir de cet enfant d'aller à la piscine, mais l'important c'est de ne pas le mettre dans des conditions où il n'a plus la possibilité de coordonner sa parole et où là encore il apprend à bégayer. J'ai dit que les parents se trompaient rarement quand ils commençaient à s'inquiéter pour la parole de leur petit enfant. Qu'est-ce qu'ils remarquent? Ils remarquent ce que nous avons déjà souligné, cette notion de lutte de l'enfant qui va faire des efforts articulatoires pour sortir ses mots. Il y a aussi les troubles de l'humeur, ces colères éventuellement, ces chagrins que les parents ne comprennent pas. Et puis il y a aussi des éléments tout à fait objectifs que sont les répétitions, les blocages, les prolongations de sons. Les répétitions, c'est un enfant, quand il apprend à parler, les répète. Mais une chose est de les répéter comme un enfant qui apprend à parler, et une autre chose de les répéter comme un enfant qui bégaye. Un petit enfant qui apprend à parler, il va dire maman, maman, ou bien encore je, plusieurs fois, sans tension. Un petit enfant qui bégaye va dire maman, maman, je. Voilà, la notion d'effort, là, est particulièrement importante à relever. Les blocages, quelquefois, ça ne s'entend pas. Mais ça prouve que le larynx ne peut plus vibrer. Un enfant veut parler et il va dire « maman ». Son larynx ne peut pas se mettre en vibration car tout est serré ici. Ces blocages sont très précocement ressentis par l'enfant comme quelque chose qui n'est pas habituel dans sa gorge. Et puis il y a les prolongations, on appelle prolongation de son, un temps trop long par rapport à, disons, ce que nous faisons nous-mêmes. Dans notre parole, il nous arrive comme ça d'avoir un son qui se prolonge. Là, il s'agit d'une prolongation qui souvent aussi
est faite dans l'effort, comme par exemple la maîtresse a dit que, ou bien encore avec toi je ne peux pas faire ceci ou cela. Au départ, le bégaiement peut être très sévère d'emblée. Il peut être aussi très léger, toujours avec cette notion d'effort, apparaître peut-être qu'une fois de temps en temps, peut aussi être tout à fait constant. Aucune règle n'est possible d'établir pour dire cet enfant, il bégaye pas beaucoup, donc ça va disparaître, ou cet enfant bégaye beaucoup et c'est dramatique. Il y a des bégayages, c'est-à-dire la façon dont le bégaiement se manifeste, qui sont très sévères et des enfants qui s'arrêtent de bégayer très vite. Donc la sévérité de ces bégayages n'est pas du tout un élément de pronostic en ce qui concerne l'évolution de cet enfant. À côté des signes de la parole, il y a bien sûr le fait que quand un enfant est gêné par ses bégayages, il lui arrive de ne pas finir ses phrases. Il finit de s'interrompre. Quelquefois, quand il est un petit peu plus âgé, vers 3 ans et demi, 4 ans, il arrête sa phrase, il la recommence autrement. Ou bien il revient en arrière pour passer en force. Dans ses difficultés ou dans ses efforts pour arriver à sortir ces mots, on voit aussi des petits-enfants qui perturbent la façon dont ils peuvent respirer ou utiliser leur souffle à la fois pour respirer et utiliser ce souffle pour parler. On les voit à bout de souffle, ou on les voit prendre de grandes inspirations comme ça pour s'exprimer. C'est une perturbation aussi qui va faciliter, si je peux m'exprimer ainsi, l'installation des bégayages. Car quand le larynx n'a pas la pression d'air nécessaire pour vibrer, et bien sûr, l'enfant va pousser sur ce larynx pour arriver à sortir ses mots. Une chose très importante à observer chez le petit enfant qui se met à bégayer, c'est comment il vous regarde quand vous parlez et comment il regarde quand il parle. Généralement, le petit enfant garde un bon contact visuel quand vous lui parlez, mais le petit enfant risque de bégayer, est un petit enfant qui perd le contact visuel au moment où sa parole devient difficile. À côté des bégayages, c'est-à-dire tout ce qui va affecter la parole de l'enfant en termes de prolongation, de répétition, de blocage, il y a aussi tout ce qui traduit une diffusion de la tension de l'enfant dans son corps. Alors ça peut être bien sûr une fermeture comme ça des yeux, ça peut être des mouvements de la tête, ça peut être des grimaces qui vont venir déformer son visage. Les parents sont particulièrement sensibles à ces moments de tension de l'enfant, où la diffusion de l'effort atteint d'autres parties du corps. Au moment où un petit enfant se met à bégayer, on observe assez souvent un serrage du larynx tel que la voix dérape vers l'aigu. Ça aussi, c'est un signe auquel il faut faire très attention. On peut peut-être essayer de mettre les choses dans un ordre, tout en sachant très bien que cet ordre que je vais suivre ne correspond à aucune hiérarchie. Il n'y a pas un point plus important qu'un autre, ne révèle pas non plus une chronologie, mais que tout cela, ce sont des perspectives que les parents doivent prendre. D'abord commencer par regarder ce qui se passe, identifier ce qui se passe, et puis, à la lumière de ce qui aura été dit, puissent opérer d'eux-mêmes les changements nécessaires. J'ai l'habitude de dire aux parents, vous avez un superbe jeu de cartes, regardez comme il a bien fonctionné pour votre aîné qui grandit bien, qui marche très bien à l'école. Eh bien, ces cartes restent les mêmes, mais vous allez les jouer autrement pour cet enfant, parce que lui demande autre chose
demande probablement plus que votre aîné, par exemple, n'a demandé. Et que c'est en répondant à cette demande de l'enfant que lui pourra changer de place, c'est-à-dire ne plus être tout à fait, peut-être, comme pour tous les parents, l'enfant rêvé qu'on a tous dans la tête, mais cet enfant réel qui, face à un grand frère aîné ou face à un petit frère, face à des parents peu disponibles parce que travaillant beaucoup, face à des parents ayant des difficultés économiques ou des difficultés d'entente, va essayer de trouver une place où se construire sans avoir besoin d'appeler au secours à travers un bégaiement. Dans cette construction, j'allais dire d'un espèce de noyau bègue à l'intérieur d'un enfant jusqu'à l'âge adulte, on peut dire que ses propres réactions à son bégaiement jouent un rôle important, de même que les réactions de son entourage. En ce qui concerne l'enfant lui-même, c'est évident qu'il va être très sensible à la façon dont on va lui renvoyer son image à travers un certain nombre de signaux négatifs que les parents, pourraient envoyer sans même en être conscients, du type froncer les sourcils, du type interrompre l'enfant, du type croiser les bras ou même le quitter, cet enfant. Et il va probablement être plus conscient au départ de ces réactions-là que d'avoir de lui-même un certain nombre de réactions de type dévalorisation ou perte de confiance en soi. Mais au fil du temps, c'est évident que ces sentiments-là vont s'installer, qui conduiront à un complexe d'infériorité, une perte d'estime de soi, difficulté à s'affirmer, enfin tout ce que l'on sait que le bégaiement a fait à un adulte quand il lui advient d'affronter des entretiens d'embauche ou des rendez-vous sentimentaux ou toute situation sociale où il faut être en accord avec l'image de soi. Est-ce qu'il faut y voir dans ces tout premiers signaux négatifs envoyés par les parents et les réactions de l'enfant l'origine du tabou qui entoure le bégaiement, à la fois parmi ceux qui en souffrent, mais aussi dans les familles et dans la société tout entière? Il semble bien que ce trouble-là ne soit jamais ressenti comme quelque chose d'ennuyeux, certes, mais dont on peut parler. Quelque chose qui donne lieu à des échanges entre parents et enfants. Au contraire, on voit des parents qui ont soit une attitude de fausse indifférence, soit une attitude de rejet parfois, qui peut conduire jusqu'à la gifle, ou bien à l'opposé de parents ou de mères en particulier qui pleurent avec leur enfant. On peut comprendre toutes ces réactions des parents en raison de grand désarroi dans lequel ils se trouvent face à un petit enfant pour lequel ils ne savent absolument pas quoi faire, dont ils ne comprennent pas la difficulté et pour lequel ils trouvent finalement peu d'informations. La difficulté que les parents vont rencontrer, la première me semble celle qui fait que les parents ont beaucoup de mal à mettre en lien la difficulté d'un petit enfant qui bégaie, et d'ailleurs d'un enfant plus âgé, ce sera la même chose, cette difficulté de l'enfant qui bégaie et, disons, son comportement en général, son désordre ou les bêtises qu'il fait. Or, on ne peut pas séparer des secteurs comme ça chez un enfant. Un enfant, c'est un tout, comme toute personne, et on est certain que le bégaiement a un retentissement dans ses comportements. En particulier, en ce qui concerne, par exemple, la jalousie que peut avoir un enfant de 3 ans à l'égard d'un puîné, d'un petit frère ou d'une petite sœur qui vient de naître. Cette jalousie, il faut aussi la voir à la lumière de cet empêchement qu'a l'enfant de pouvoir tout à fait dire tout ce qu'il veut, qui va peut-être parfois le rendre un peu agressif. Cette agressivité des enfants qui bégayent est souvent soulignée par les parents, et c'est une façon aussi de montrer ce qu'on ressent à l'intérieur quand on n'a pas de mots pour le dire, ou tout du moins des mots qui ne sortent pas facilement. En quoi va consister ce conseil parental?
Conseil parental, pourquoi pas guidance, pourquoi pas psychothérapie, pourquoi pas, je crois qu'il est nécessaire d'éclairer tout ça. Pas guidance parce que je crois qu'un thérapeute qui reçoit une famille ne sait pas véritablement comment cette famille va s'organiser pour que cet enfant lâche son symptôme. Il faudrait savoir avoir des recettes à donner. Et ces recettes, je crois qu'aucun thérapeute ne les a, ce sont les parents qui vont d'eux-mêmes trouver une réponse à un certain nombre d'axes de réflexion qui vont être mis en place par le thérapeute. Pourquoi pas psychothérapie? Parce qu'on est dans l'ici et maintenant de la relation de ses parents avec cet enfant et que les changements qui vont être proposés, qui sont aussi d'ordre psychologique, même s'il y a des dispositions d'ordre très concret, il y a aussi des dispositions qui touchent en particulier la communication entre cet enfant et son entourage, ne remanient pas l'inconscient de cet enfant. D'ailleurs, les psychothérapeutes eux-mêmes disent qu'ils se sentent bien impuissants à pouvoir aider un enfant à cesser de bégayer. Si on essaye de prendre un point large, qui serait de l'idée de baisser toutes les tensions possibles. Il ne s'agit pas de devenir des parents laxistes qui laissent un petit enfant faire tout ce qu'il veut sous prétexte de ne pas le contrarier. Il s'agit d'essayer de voir ce qui vaut la peine d'être maintenu dans une période de fragilité pour cet enfant. Est-ce que, pour donner des exemples, est-ce que ça vaut la peine de se mettre en colère parce qu'il ne veut pas remettre le même pantalon que la veille? Est-ce que ça vaut la peine de se fâcher parce qu'il ne finit pas son bol de chocolat le matin? Il faut simplement veiller de mettre une barre de céréales qui fasse qu'il aura eu ce qu'il lui faut pour tenir la matinée. Est-ce que ça vaut la peine de se fâcher pour un comportement, j'allais dire, pas aussi poli que l'on le souhaiterait? La politesse, ça vient tout seul quand on vit au sein de gens qui sont polis eux-mêmes. Voilà, revoir toutes ces dispositions éducatives à la lumière de « actuellement je vise à faire qu'il y ait moins de tension possible et je ne maintiens que les exigences qui sont, j'allais dire, obligatoires de type sécurité. On ne va pas le laisser traverser devant une voiture, on ne va pas le laisser toucher à l'électricité, mais laisser filer un peu ce qui effectivement est sans réelle conséquence, avec l'idée que quand cet enfant aura cessé de bégayer, eh bien on remettra en place tout ce qui nous apparaît important. Nous avons tous, à l'égard de nos enfants, des attentes qui sont en fonction de l'éducation qu'on a reçue, ou contre l'éducation qu'on a reçue aussi parfois, mais à cette période-là de la vie de l'enfant, il s'agit de le soigner. Et donc, la priorité des priorités, c'est il ne deviendra pas bègue. Et pour qu'il ne devienne pas bègue, il faut que je change de perspective, il faut que je change mon regard actuellement dans l'idée de le soigner, dans l'idée de ne pas être forcément le père formateur, le père, la mère éducatrice, mais plutôt la mère attentive, disponible, le père à l'écoute de ce petit garçon qui demande qu'on joue avec lui, qu'on demande qu'on lui consacre du temps. Une des voies royales pour baisser les pressions de toutes sortes, c'est d'essayer de baisser la pression du temps. Cette pression du temps entraîne un certain nombre de tensions dans la relation. Par exemple, de prendre des solutions les plus rapides qui consistent par exemple à entraîner un petit enfant de 2 ans ou 2 ans et demi dans une activité pour les plus grands. Alors que peut-être, si on avait revu cette situation-là à la lumière des petites jambes ou de la fatigabilité d'un petit enfant, on aurait peut-être fonctionné autrement. Cette pression du temps va aussi faire que peut-être les parents ne sont pas disposés à écouter un petit enfant dont la parole est difficile. Cette pression du temps va aussi pousser peut-être à trouver des solutions de garde ou de modalités, d'un emploi du temps, disons, qui n'est pas à la mesure d'un petit enfant de cet âge-là. Je crois qu'une des choses importantes, c'est que les parents revoient toutes ces dispositions au quotidien, parce que ce sont de petits éléments, mais c'est peut-être le trou d'épingle qui s'agrandit à force de piquer là où l'enfant, ça lui fait mal, c'est-à-dire qu'il sent que ça n'est pas à son rythme à lui, et il y a une tension qui s'installe, et il y a une insatisfaction qui s'installe, et il y a une frustration chez un enfant qu'on ne peut pas écouter. Une maman à qui je posais la question, comment est-ce que vous pensez que vous pourriez faire en sorte que
Vous me dites que les choses se succèdent très vite, que vous avez tout le temps l'impression de manquer de temps. Elle me dit, oh oui, par exemple, le matin, c'est la course, je ne dois pas être très à l'heure à mon travail. Et Louis, tous les matins, eh bien, on a l'impression qu'il s'ingénie pour ne pas s'habiller quand il devrait s'habiller, ne pas finir son petit déjeuner en temps. Et bien sûr, à chaque fois qu'on part à l'école, il est en larmes et je le quitte. Moi, j'ai le cœur dans les talons et lui est probablement pas mieux. Et je demandais à cette maman comment est-ce que vous pourriez organiser de l'emploi du temps pour faire qu'il n'y ait pas cette pression de temps. Elle me dit non, pour l'instant, je ne vois pas. Et c'est quelques jours après où elle me téléphone en me disant, vous savez, j'ai simplement pris 20 minutes de plus le matin pour avoir du temps pour lui, et finalement, ça se passe beaucoup mieux. En réponse aussi à cette demande de baisser la pression temporelle, je crois, moi, à la grande valeur des routines. Un enfant qu'on dit anxieux a besoin de beaucoup de routines pour que son anxiété reste à un niveau supportable. Qu'est-ce que c'est qu'être anxieux? C'est avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle de ce qui se passe, ne pas savoir ce qui vous attend. Et quand on a ce sentiment d'anxiété, eh bien, une des bonnes façons d'y répondre, c'est nous, adultes, de raisonner, de nous mettre des éléments de cause, d'effet, d'horaire dans la tête. Un petit enfant de 3 ans n'a pas ces outils-là encore. Donc il a vraiment besoin de routine pour se repérer et pour avoir un sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité naît aussi de la disponibilité des parents. C'est-à-dire qu'il a l'impression un peu qu'il peut contrôler les choses, que maman va s'arrêter d'éplucher les pommes de terre pour lui lire le livre dont il a envie, que papa va pouvoir prendre du temps sur son dimanche pour avoir une activité avec son fils ou lire une histoire à sa petite fille. Cette disponibilité-là me semble tout à fait indispensable à la demande que signifie. Quelque chose qui aussi me semble important dans la façon d'aider un petit enfant qui se met à bégayer, c'est d'être assez cohérent par rapport à l'éducation qui est donnée. Ne pas, dans cette période de fragilité, parce qu'on a envie d'être gentil pour qu'il n'y ait pas de tension, céder sur quelque chose un jour et ne pas céder le lendemain. Je crois que la cohérence éducative, là, elle tient à une phrase. Il ne bégaiera pas. Et si cette phrase est écrite en lettres rouges dans la tête des parents et qu'ils vont pouvoir aménager l'emploi du temps, leur relation avec leur enfant, avec cette idée première, il y a toute chance que l'enfant s'en rende compte. Bien sûr, lui, il traduira, papa et maman sont plus gentils, ou papa et maman sont cool, comme on dit maintenant. Je crois que surtout, il sentira que sa souffrance actuelle, même si lui n'a pas de mots pour le dire, est prise en considération. Et que ça, à lui tout seul, est un grand moyen de réparation du bégaiement, ou tout du moins de ce qui fait qu'un enfant bégaie, puisque finalement, encore une fois, on ne sait pas ce qu'est le bégaiement et d'où il vient. Parmi les dispositions que le logopédiste ou l'orthophoniste peut proposer aux parents, c'est d'essayer de ne pas poser plusieurs questions à la suite, parce que cela exerce une pression sur l'enfant et que ces questions montrent parfois cette impatience dont on a dit qu'elle était si nocive. Pas changer de sujet de conversation aussi trop souvent, trop fréquent, et nous verrons que c'est particulièrement important en ce qui concerne l'enfant bilingue. Il y a une disposition qui donne aussi de très bons résultats. C'est en particulier quand l'enfant
a du mal à démarrer ses phrases, ne pas soi-même commencer l'échange, mais toujours laisser l'enfant commencer à parler, plutôt que soi-même de lancer le sujet de conversation ou la question. Plutôt privilégier le temps où l'enfant a envie de parler. Et là, il prendra le temps qu'il lui faut pour pouvoir commencer sa parole sans trop de difficulté. Dans les dispositions aussi que le praticien va demander à ses parents, c'est peut-être d'essayer de ce qu'on appelle désinvestir le langage, c'est-à-dire penser que les choses peuvent exister pas seulement à travers les mots, même si l'enfant est en pleine période d'acquisition de ce langage. Au contraire, peut-être privilégier des comportements non verbaux, c'est-à-dire accepter que l'enfant désigne et comprendre que ce qu'il veut, c'est ce qu'il désigne, sans avoir besoin que l'enfant le dise, qui est une attitude tout à fait naturelle et normale pour des parents dont le petit enfant apprend à parler, que de lui demander de dénommer, de donner le nom de la chose qu'il veut. Mais dans cette période particulière de fragilité de l'enfant, je crois qu'il m'apparaît vraiment important que les parents privilégient encore une fois le message, ce que l'enfant veut dire, tout en laissant de côté la forme pour un peu plus tard. On pourrait dire très simplement qu'il faut cesser de vouloir apprendre à parler à son enfant. Et une des façons de communiquer avec un tout petit, c'est le comportement gestuel, verbal, non verbal, pour lui signifier l'attachement, pour lui signifier la sécurité, pour lui signifier le plaisir que l'on a d'avoir un petit dans ses bras. Ce comportement non verbal, ça veut dire abandonner un peu l'idée de cet apprentissage du langage dans cette période, pour simplement être en communication avec cet enfant. Et on sait que le langage non verbal recouvre plus de la moitié de ce qui fait la communication. Finalement, quel est le changement qui est demandé aux parents au terme de cette intervention précoce par un thérapeute, je le répète, compétent dans ce domaine? Ce changement, il tient, je crois, en 2 mots. C'est prendre la perspective de l'enfant, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe de son point de vue à lui. Ça voudrait dire, en d'autres mots, qu'au moment où on décide quelque chose, que l'on fait quelque chose avec cet enfant, prendre les quelques secondes de réflexion pour se dire, en ce qui le concerne lui, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est quelque chose qu'il vivra facilement? Si j'emmène ma petite fille qui bégaye chez le pharmacien et qu'elle joue avec tous les petits pots de compote pour les enfants parce que c'est sur un présentoir et à portée de sa main, et qu'elle les fait tomber, est-ce que réellement je me fâche parce que c'est l'image de mère vis-à-vis de la pharmacienne qui me blesse, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien? N'importe quel petit enfant a envie de jouer avec ses petits pots. Et pouvoir anticiper ce qui se passe, plutôt que d'être dans la situation de se fâcher, de réparer, s'interroger avant d'emmener un enfant avec soi au supermarché, avant d'emmener un enfant tous les week-ends chez des amis ou chez des parents, et de lui imposer une fatigue peut-être qui n'est pas nécessaire. La mise à l'école précoce. J'interviens dans cette dispute entre lui et sa petite sœur ou plutôt son grand frère. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je ne fais pas un partage d'amour entre eux et je ne fais pas plus que la dispute, plus de mal que la dispute qui était en cours? S'interroger, il n'y a pas de réponse là, qui soit la réponse à donner. Il y a l'attitude parentale de se dire, dans cette situation-là, ce que je fais, ce que je dis, est-ce que, en cette période de fragilité de mon enfant, c'est la meilleure réponse si moi, j'essaye de prendre sa perspective? Donc vous, parents, vous allez avoir des questions à poser à ce thérapeute. Qu'est-ce que je dois faire quand il bégaye, par exemple? Alors, la réponse à cette question n'est pas une réponse simple. Un enfant qui bégaye, il a besoin, pour ne pas se construire comme bègue, d'être toujours dans l'idée que quand on parle, on est deux. C'est-à-dire que la question, c'est pas de sortir des mots.
La question, c'est d'être compris et de comprendre, bien sûr, celui qui parle. Donc, très très précocement, dès ses 2 ans et demi, 3 ans, un enfant doit sentir la présence de l'interlocuteur comme étant quelqu'un qui ne cherche pas à bien le faire parler, à avoir une bonne parole, mais de quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'il a à dire. Et cela va entraîner les parents à proposer à l'enfant ce qu'il vient dans sa tête à lui de parent quand cet enfant parle. Il ne s'agit pas de deviner, il ne s'agit pas de finir ses phrases, il ne s'agit pas donc de parler à sa place du tout. Il s'agit au contraire d'établir un vrai échange entre 2 personnes où ce que dit l'un provoque dans la tête de l'autre des idées que le parent peut très bien donner à son enfant. L'enfant va peut-être dire « il y a », et le parent, à ce moment-là, dans sa tête, aura l'idée que peut-être il veut parler de la dispute avec le frère de quelques minutes auparavant, ou de la sortie de la veille, ou du plaisir de l'enfant de parler de ce qu'il attend demain à la fête de l'école. Et ces images qui naissent dans la tête des parents, c'est ça qui va être proposé à l'enfant. Alors, certes, de temps en temps, pas trop souvent quand il s'agit d'un enfant si petit, ce n'est pas ça dont l'enfant veut parler. Mais ça rappelle à l'enfant que parler, c'est parler à quelqu'un pour se faire comprendre, pour construire un message. Et que le parent, faisant cela, montre à l'enfant qu'il est intéressé par ce qu'il dit et non pas comment il parle. Et je pense que ça, c'est un des premiers échelons tout à fait essentiels pour faire qu'un enfant ne se construise pas comme bègue. S'il arrive que pendant cette période, les parents, comprenant ce besoin de réassurance de l'enfant, cet enfant se met à avoir des comportements qui sont peut-être des comportements qu'il avait quittés, qu'il avait quand il avait 6 mois, voire 1 an, de moins que maintenant, qu'il réclame des biberons, qu'il réclame des câlins, qu'il se comporte un peu plus bébé, disons. Eh bien, je crois que les parents doivent se féliciter, parce que c'est probablement comme ça que l'enfant se réassure par rapport à l'amour de ses parents, par rapport à la place qu'il occupe, et que cette période qu'on qualifierait dans notre jargon de régression est plutôt quelque chose de favorable pour son évolution. C'est très difficile d'éviter de demander à un enfant de répéter quand on n'a pas compris. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il pense que c'est parce qu'on veut comprendre qu'on lui demande de répéter, et non pas pour le faire bien parler. Il y a aussi dans cette idée de l'interlocuteur actif quelqu'un qui va essayer de ne pas être dans ce qu'on pourrait appeler le tac-tac, c'est-à-dire je parle et la réponse vient avant même presque que l'autre ait terminé. Il faut que les parents sachent introduire des temps de pause. Il ne s'agit pas de parler lentement. Je crois qu'on ne peut pas vraiment au long cours changer son débit. Mais on peut introduire beaucoup de temps de pause, de temps entre les différentes phrases qu'on a à dire à un enfant. Et on va lui rendre service parce que ça va lui permettre d'aller au rythme des images qui lui viennent dans la tête. Un enfant de 3 ans ne peut pas faire face à tout un monde quand on lui demande, par exemple, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ou qu'est-ce que tu as fait chez ta grand-mère. Un parent qui veut être l'interlocuteur dont son petit enfant a besoin va poser des questions plutôt fermées, qui appellent des réponses en oui et non, ou des questions en alternative. Est-ce que c'est ça que tu as fait ou est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu as mangé ou est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu veux faire ou autre chose? Plutôt que des questions qu'on dit ouvertes, à savoir qu'est-ce que tu veux manger ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Questions qui ouvrent un monde trop large à l'enfant pour qu'il puisse véritablement être à l'aise avec sa langue, avec le langage dont il dispose. L'interlocuteur actif va intervenir à chaque fois que l'enfant se bagarre avec sa parole. Plus il se bagarre avec sa parole, plus il fait de répétitions dans l'effort, plus il a de blocage, plus il apprend, pardonnez-moi, mais à bégayer. Donc interrompre un enfant en lui proposant, je dis bien proposant, ça veut dire que la mélodie est montante de la voix, c'est-à-dire que c'est sous la forme interrogative. Est-ce que c'est bien cela que tu veux me dire? Va permettre à l'enfant d'arrêter sa bagarre, de laisser le temps de ses idées de raisonner en lui pour pouvoir, par exemple, dire non, c'est pas ça, ou de dire oui, c'est ça.
cet interlocuteur actif est vraiment celui qui donne à l'impression à l'enfant qu'on écoute ce qu'il dit et non pas comment il parle. Comment finalement un enfant en est-il venu à avoir ce problème de bégaiement? Je dis bien en est venu, car la cause première, encore une fois, on ne la sait pas. Est-ce qu'elle est d'ordre cérébral? Est-ce qu'elle est d'ordre génétique? Est-ce qu'elle est d'ordre linguistique? Est-ce qu'elle est d'ordre relationnel? Probablement un peu de tout ça. Je crois qu'actuellement, on se dirige vers des explications qui sont tout à fait multifactorielles, c'est-à-dire plusieurs éléments qui jouent ensemble et à un moment donné, la réponse de l'enfant, c'est de se mettre à bégayer. On peut néanmoins comprendre que un petit enfant qui n'a pas encore atteint l'âge des contes, c'est-à-dire qu'il ne va pas entendre des histoires qui lui permettent d'entendre des mots sur ses mouvements, les mouvements qu'il a à l'intérieur, ses émotions, sa jalousie, son sentiment que c'est bien ou que c'est mal, comme va pouvoir le faire un conte de fées. C'est donc aux parents qu'il incombe que le langage ait toute sa valeur symbolique, c'est-à-dire que quand quelque chose arrive à cet enfant, qu'il est jaloux ou qu'il est en colère, de ne pas passer à l'acte, c'est-à-dire de balancer un jouet dur dans un berceau, d'arracher quelque chose des mains de son copain. Il va avoir des mots, il commence à avoir des mots pour lui permettre de ne pas passer à l'acte, de ne pas obéir de façon pulsionnelle au mouvement intérieur qu'il a. Mais si en face de lui, il a des parents qui, par éducation, par tempérament, ont un peu une grande tendance à faire rentrer du rationnel, du logique, qui nomme plus le monde extérieur que le monde interne. Il me semble là qu'il y a un risque pour cet enfant de développer un bégaiement. Par exemple, l'enfant qui, face à un chien, a peur, à qui on dit « mais non, il est très gentil, tu n'as pas besoin d'avoir peur ». Alors que la seule demande de cet enfant, c'est que sa peur soit reconnue, qu'il soit protégé, qu'on le prenne dans ses bras, quitte après à faire une démarche d'approche auprès de ce chien. L'enfant qui s'est fait mal, à qui on demande une explication pourquoi il est monté sur ce tabouret, qu'est-ce qu'il voulait attraper, alors que ce dont il a besoin, c'est d'être là aussi rassuré, soigné, peut-être compris par la suite dans sa démarche pour attraper le chocolat sur l'étagère. Un monde peut-être trop près de celui de l'adulte, où on cherche à se rassurer par le raisonnement, me semble être passé à côté de ce dont un petit enfant a besoin, qui a besoin des mots et des mots de l'adulte pour élaborer son monde intérieur, tous ses sentiments. Et quand la pensée est trop opératoire, quand la pensée elle met trop les choses dans des raisonnements de cause à conséquence, dans des raisonnements qui n'offrent pas la dimension de l'image, de la représentation mentale, de l'association d'idées. Si les parents ne savent pas faire lien avec des histoires qu'ils ont racontées à l'enfant, s'ils lui en ont lu, des parents qui peuvent pas parler aussi de leurs propres sentiments dans les situations assez tout petits, si le monde externe occupe une place vraiment trop privilégiée, trop prédominante, il me semble là qu'un petit enfant est à risque. Alors, en réponse à ce type d'hypothèse, car ce n'est qu'une hypothèse, il est certain qu'on va devoir demander aux parents de lire plus d'histoires et de ne pas les lire, j'allais dire, sans prêter attention à rester disponible à ce que l'enfant veut. Toujours la même histoire s'il la veut. L'histoire, c'est pas seulement fait pour apprendre des choses, c'est aussi fait pour répondre à des questionnements intérieurs du petit enfant. S'il veut interrompre le livre, qu'il l'interrompe. S'il veut le commencer par la fin, qu'il l'interrompe. J'ai toujours été frappée par ces enfants qui voulaient absolument que le texte soit lu mot à mot, comme s'il n'avait pas possibilité de laisser sa pensée, son esprit, imaginer autre chose que exactement ce qui était écrit. Je crois que ces enfants-là peuvent être à risque quand il y a derrière des éléments de risque pour le bégaiement.
on va demander à ses parents de peut-être revenir à plus vers un langage qu'on appelle analogique. C'est un mot un petit peu compliqué, mais c'est vrai tout le monde sait ce que c'est qu'une analogie, c'est quelque chose qui ressemble à autre chose et qui permet de faire lien entre une donnée que l'enfant vit et une autre donnée qu'il a pu vivre auparavant, de lui permettre à travers des images de ses livres, des événements passés, de faire des analogies pour lui permettre d'élaborer son monde intérieur à l'aide des mots. Peut-être qu'un petit enfant qui se met à bégayer, c'est un enfant qui n'arrive pas à parler de ce qui se vit à l'intérieur de lui. Et que le bégaiement vient comme une sorte de filtre d'écran qui se referme un peu, d'autant que c'est le moi conscient, c'est la personne qui dit « je », qui parle, qui met des mots ensemble, et que pour que ces mots puissent sortir facilement, faut-il encore qu'avant que les mots sortent, une élaboration à l'intérieur ait pu avoir lieu. Si cette élaboration ne s'est pas faite, si un enfant a toujours été dans le dire et le faire de l'instant, des données de l'instant, sans pouvoir faire lien avec d'autres représentations, peut-être que le filtre là est très serré et que les mots ont bien du mal à sortir. Un petit garçon est en train de jouer dans mon cabinet, dans un grand coffre où il y a des jouets. Apparemment, il n'écoute pas tellement ce qu'on est en train de dire. Puis, à la fin de la séance, apparemment, je dis bien, mais à la fin de la séance, sa maman lui dit d'un ton un petit peu autoritaire, « Maintenant, ça suffit, Emmanuel, il faut mettre ton manteau, c'est fini, on s'en va. » Emmanuel reste le nez dans le tiroir et ne prête aucune attention à ce que demande sa maman. Là-dessus, la maman, au bout de quelques minutes, dit « Tu sais, Emmanuel, il y a des gens qui attendent pour venir voir l'orthophoniste après toi, il faut mettre ton manteau, allez, viens !» Et Emmanuel ne répond pas du tout, reste toujours plongé dans le tiroir avec ses petits dodos. Alors, au bout de quelques instants, la maman se met en colère, se met debout et dit « Maintenant, ça suffit comme ça, Emmanuel, tu viens tout de suite, on s'en va. » Emmanuel lève le nez, regarde sa maman, ébauche un sourire et replonge dans le tiroir. Le père se lève, se met à quatre pattes, se dirige vers son petit garçon et lui dit « Tu sais, je suis un vieil éléphant très très fatigué, il faut vraiment que quelqu'un m'emmène dehors, parce que je ne peux pas tout seul. Tu veux bien monter sur mon dos ?» Et là-dessus, Emmanuel grimpe sur le dos de son père et 2 minutes après, ils étaient tous les deux dans le salon d'attente, pendant que la maman suivait avec le manteau dans la main. Je n'ai pas demandé à ses parents s'il y avait une référence à un livre traitant d'un vieil éléphant fatigué. Mais ce qui est certain, c'est que le père, là aussi, avait eu le génie de complètement ouvrir un autre espace de représentation que l'espace de représentation tout à fait conflictuel dans lequel sa maman l'entraînait. Un autre exemple de ce qui me semble nécessaire pour qu'un petit enfant n'ancre pas son bégaiement, c'est celui-ci. C'est dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, au moment où le pilote a cette demande du Petit Prince qui lui dit « Dessine-moi un mouton ». Et le pilote s'efforce de dessiner un mouton qui n'est jamais le mouton que le Petit Prince voudrait. Au bout d'un moment, il finit par lui dessiner une caisse et lui dire « Eh bien voilà, ton mouton, il est dedans ». Et le Petit Prince est tout à fait satisfait. Il est satisfait probablement parce que la représentation de son monde à lui peut se faire dans cette caisse et pas à travers le monde réel du mouton que le pilote essayait de dessiner. Au moment où un enfant a des difficultés avec sa parole, les parents auraient peut-être tendance d'abord à le submerger de conseils, des conseils du type « respire, prends ton temps, calme-toi », même éventuellement passe à ce que tu vas dire, ou pire encore, prépare ta phrase dans ta tête. Tous ces conseils ont été depuis très longtemps considérés comme nocifs, et il va falloir que les parents trouvent une autre attitude vis-à-vis de ce petit enfant qui bégait en face d'eux, qui généralement les rendent très très désemparés, ne sachant pas s'ils doivent venir ou ne pas intervenir, s'ils doivent faire des remarques. Voilà. On va mettre comme règle que tous ces conseils, on s'en sépare complètement pour mettre à la place l'attitude de l'interlocuteur actif, c'est-à-dire celui
qui écoute ce que l'enfant dit et non pas comment il parle. Certes, on peut espérer que dans les années à venir, on en sache plus sur le bégaiement, sur sa cause, sur son étiologie, comme on dit en médecine. Mais peut-être que ce n'est pas le plus important pour nous maintenant, car l'important c'est de savoir quoi faire. Et le but de ce DVD, c'était bien de donner quelques indications à ce sujet. Mais rappelons que tout ce dont nous avons parlé concerne le petit enfant. Depuis le moment où il se met à bégayer, c'est-à-dire ça peut être très précocement, il peut avoir juste 2 ans, ou 2 ans et quelques mois, jusqu'à 4 ans et demi. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, le paysage change, le trouble prend un autre sens, et dans la vie de l'enfant, à l'école, avec ses parents et aussi pour les parents. D'où l'importance de cette intervention très précoce. L'ensemble des changements que les parents auront pu faire pour cet enfant, pour fluidifier sa parole, aboutissent à un changement de regard. Un regard qui ne dit pas à cet enfant tu parles mal, mais plutôt il y a quelque chose de difficile pour toi à vivre et je vais t'aider. Ce changement de regard, il vient du changement de perspective que nous espérons ce DVD aura pu permettre aux parents, dans la façon dont ils regardent ce trouble et dans la façon dont ils y répondent.